de passer la parole pour des questions au public. Profitez-en, hein, c'est a priori, est-ce qu'on a encore des tableaux avec les auteurs de fiction d'Angélique? Pas sûr. C'était pour Fabien, ça me choque un peu qu'on se dise oh, est-ce qu'un homme va être capable d'écrire au féminin pendant un livre entier alors qu'il y a des tas de femmes. Il le fait mieux que beaucoup de femmes. C'est ça le pire. C'était le premier livre, on se disait tout à l'heure, alors qu'il y a des tas de femmes qui écrivent au masculin tout le temps. Enfin, nous, on n'a pas de problème à se projeter dans un sexe dans l'autre, mais si c'est un garçon, là. Alors en fait, moi l'idée m'avait jamais effleuré. C'est-à-dire pour moi c'est naturel et puis par Donc je reprends. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, moi en fait le scrupule de l'éditeur m'a jamais effleuré parce que pour moi c'était quelque chose de complètement naturel. De toute façon c'est le boulot de l'auteur quand même. S'il n'est pas capable de se mettre à la place de tous ces personnages, que ce soit n'importe quel sexe, n'importe quel âge, n'importe quelle origine, et même des monstres, bah faut qu'il arrête le métier parce que c'est pas la peine. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a surpris. Je lui dis ben non, il n'y aura aucun problème. Enfin, ça va passer tout seul. Et c'est passé tout seul, je pense. Donc effectivement, mais je pense qu'on a plus l'habitude parce que à force d'être habitué à des héros masculins, on attend des héros masculins de la part des femmes aussi. Elles sont habituées d'écrire dans ce sens-là beaucoup. Bon, maintenant, ça commence à pas mal changer. Et justement, moi, c'est contre cette tradition que je voulais m'inscrire en proposant beaucoup d'héroïnes. Et dès mon premier bouquin, l'héroïne c'était une fille, et j'ai plus de la moitié de mes bouquins où l'héroïne c'est une fille. Voilà. Et symétriquement, Sophie, il y a beaucoup de romancières. Il n'y a pas dans la Bitlite contemporaine. Bitlite, oui, c'est souvent des femmes qui écrivent des histoires de femmes, je dirais en ciblant un lectorat très féminin aussi. Mais il y a eu une époque où, par exemple, une auteure comme Robin Hobb, elle était obligée, presque entre guillemets obligée, devait prendre un pseudonyme masculin si elle voulait être éditée. Parce qu'une femme, c'était pas pris au sérieux et ça ne se vendrait pas. Donc maintenant, la Bitlite, c'est un peu aussi une évolution de la chiclite. Et on attend que ce soit des femmes qui écrivent parce que, soi-disant, elles sauront mieux exprimer les sentiments féminins et elles sauront comment s'adresser à des femmes. Oui, c'est ça, là, je pense que Fabien a été. Après, comme dit Fabien, c'est le métier de l'auteur de se mettre à la place. On peut avoir plus de facilité, mais je pense aussi c'est peut-être parce que c'est ton histoire, tu l'as pensé, tu as imaginé tes personnages, donc tu vis à leur place en fait. Quel que soit leur sexe, c'est ton histoire, c'est pas comme si on t'avait imposé, tu écriras un homme ou une femme, mais même si tu n'arrives pas, tu le feras. Donc c'est toi qui l'as, c'est tes personnages. Just to add, I thought that was such a terrific comment, and I love what Sophie said too, because I've actually seen this with other male authors. Women, it's almost a reverse chauvinism. Women will get hailed and praised for writing about male characters, and men get questioned when they write about female characters, which I've never understood. So I thought that was a terrific comment. Je trouve ça particulièrement intéressant tout ce que Sophie a dit parce que oui, c'est vraiment le cas. C'est une sorte de chauvinisme à l'envers à l'endroit des hommes parce que on va vraiment féliciter les hommes qui arrivent à se mettre dans la peau d'une femme et inversement. Mais je pense qu'il y a ce chauvinisme à l'envers. Enfin, on ne s'attend pas qu'un homme puisse écrire du point de vue d'une femme. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Pas du tout. Une autre question? Oui, dans le fond. Vous parlez du sexe qui est un peu tabou, mais on va lui poser des questions. Pas du tout. Est-ce que vous en parlez aussi, voilà, parce que vous évincez complètement le sujet, le thème religieux dans le roman. Déjà, de façon le sexe, l'amour et la religion. Déjà, peut-être que le sexe et la religion sont un peu indissociablement liés. Donc
on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Le vampire, c'est la diabolisation extrême, c'est l'expression de tous les tabous de notre société. Donc c'est le tabou sexuel. À l'époque victorienne, le vampire représentait tous les interdits, toutes les transgressions, dont la sexualité. Et maintenant, à notre époque, même si le sexe reste un tabou, on a quand même beaucoup plus de liberté sexuelle, que ce soit dans nos vêtements, dans les rencontres, même si effectivement, comme disait Marika, un homme qui sort avec beaucoup de filles, c'est un don Juan, une femme qui séduit, c'est une salope. Ça reste toujours comme ça. Donc en fait, le vampire représente toujours une sexualité réprimée, un peu comme dans Twilight, un petit peu cachée, où la femme... elle essaie de pousser un peu l'homme à passer à l'acte et lui, ah non, moi je veux me marier d'abord, il ne faut pas abuser. Ou alors c'est l'inverse et ce sont des femmes qui se comportent un peu comme des hommes et qui n'ont pas honte d'assumer leur sexualité, voire qui n'ont aucun rapport avec la religion non plus. Donc on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, même si parfois ce n'est que suggéré en fait. Oui, c'est une question intéressante, cette question du rapport entre le vampire et la religion, parce que quand on commence à réfléchir sur ce mythe et à lire des choses autour de ça, on se rend compte qu'il y a effectivement une tradition victorienne qui a été installée par Bram Stoker avec cet aspect extrêmement manichéen du vampire. Il est le mal et le bien représenté par un certain nombre d'humains doit combattre ce fléau. Mais en fait, ce mythe du vampire, il existe à peu près dans toutes les religions. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, il y a des textes romains où on voit apparaître des striges. Il y a effectivement en Inde, il y a des petits personnages qu'on appelle les Vétalas, qui sont des petits esprits qui rentrent dans les humains et qui prennent à la fois leur âme et leur sang si ce sont des personnages mauvais. Il y a également des interdits autour du sang, parce qu'il y a à la fois le vampire et le sang, avec tous les interdits qui sont liés à ça. Et en fait, dans toutes les religions, il y a soit des rites sanglants, par exemple, en Inde, il y avait une secte qu'on appelait les thugs qui faisaient des sacrifices sanglants et qui est montée en exergue au moment où les Anglais ont colonisé l'Inde, parce que c'était à la fois un rite religieux, mais en même temps c'était une façon de lutter contre la colonisation. Si on va en Amérique latine, au Pérou, chez les Incas, chez les Aztèques, il y a aussi des sacrifices sanglants pour apaiser la colère des dieux ou pour obtenir des choses. Plus proche de nous, dans la religion juive ou dans la religion musulmane, il y a des interdits autour du sang, puisqu'on tue les animaux d'une certaine manière, de manière à ce que le sang qui est mauvais soit enlevé. Au moment de leurs règles, les femmes sont impures. Et encore plus proche de nous, dans la religion chrétienne, le vin de messe, c'est le sang du Christ. Donc en fait, ce thème du vampire et ce thème du sang, on peut le tresser comme ça dans toutes les religions et voir apparaître comme ça, c'est interdit. Il est greffé à la religion elle-même et toujours dans le sens du mal. C'est l'interdit, c'est le mal, c'est la chose qu'il faut combattre.